Donc, en fait, mon nom, c'est Pierre-Luc Murray. Ça fait 5 ans que je suis dans l'environnement qualité étudiant à Vitronette. Présentement, je suis le président de Résidentiel Maison Intelligente. Moi, j'ai fait un bac en psychologie puis un bac en management. En gros, j'ai fait 6 mois comme représentant vendeur. Ensuite, je suis tombé franchisé. J'ai fait 12 mois comme franchisé. Puis dans ce 12 mois-là, comme je disais tantôt, on a battu le record. On a fait 1108 estimations dans l'année. Je ne pourrais pas oublier ce chiffre-là, parce que c'était énormément de travail, puis j'en suis très fier. En chiffre d'affaires, c'est 850 ventes pour 275 000 de chiffre d'affaires. J'ai fait mes 2 bacs en 4 ans et demi, là, dans le fond. J'ai fait comme 9 sessions universitaires, été, automne, hiver, été, automne, hiver. Puis ça m'a permis là, de terminer mes études assez rapidement pour pouvoir me concentrer sur ma business que j'ai actuellement. Donc, j'ai étudié à l'UQTR pour toute la période de mes études. Puis aujourd'hui, ben, j'y habite. Là, donc, je me suis acheté une maison et j'ai établi ma vie là-bas. Moi, dans le fond, mon background, c'est que j'ai commencé à cogner des portes. J'avais 21 ans, 22 ans. J'ai commencé comme représentant dans l'entreprise Vitronette à Trois-Rivières. Puis, quelques semaines plus tard, je suis tombé vendeur avec le franchisé qui était en place, qui était Kevin Bergeron à l'époque. Puis 6 mois plus tard, on s'est associés, puis je suis devenu franchisé avec lui à ce moment-là. Je pense que c'était de constamment me battre contre moi-même. Donc, de conserver une motivation à tous les jours, puis de se lever, puis d'aller travailler à tous les jours. Je pense que c'était ça le plus gros défi. Parce que pour le reste, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Je pense que la recette a été bien brassée, puis bien fabriquée par le passé. T'sais. Fait qu'il restait juste à l'appliquer, puis l'appliquer de façon optimale à tous les jours. Fait que ça, je pense que c'était le défi. T'sais. C'était de ne pas choquer son pape le soir. Ça pouvait paraître aussi banal que si j'avais l'option d'aller prendre une bière avec mes chums ou d'aller en porte-à-porte, bien, il fallait que j'aille en porte-à-porte pour le bien de mon entreprise. Sauf que à certains points, c'est plus tentant d'aller à la bière. Fait que je pense que le plus gros défi, c'était de conserver la motivation pour que les résultats soient constants au travers de l'année. Le secret, c'était d'établir les bonnes bases avec ma conjointe à l'époque. C'était de dire, regarde, j'ai 7 heures de disponible dans ma semaine pour du temps en amoureux. Puis dans ma tête, tout était cartographié. Mon horaire était vraiment bien défini. Puis comme je faisais une session d'hiver, d'été et d'automne, je pouvais pas me permettre de couler un cours si je voulais atteindre mon objectif de terminer mes 2 bacs en 4 ans et demi. Encore aujourd'hui, je fais la même chose. Début janvier puis février, j'ai eu à travailler 70-80 heures par semaine. Puis ma famille, ils sont compréhensifs de ma situation parce qu'ils savent que je travaille très fort pour avoir des résultats pour plus tard. J'ai toujours vendu des choses, depuis que j'ai l'âge de 18 ans que je vends des trucs, soit des trucs de chasse ou des trucs de pêche ou whatever. Donc j'ai toujours été habitué à pas avoir un salaire fixe, puis selon ce qui rentrait comme marchandise que je pouvais revendre, puis d'avoir pas un revenu stable. Fait que pour moi, c'était pas quelque chose qui était stressant, Fait que maintenant, il me restait juste à trouver un emploi concret qui me permettrait de développer mes aptitudes en vente. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'entreprise Vitronette. Puis j'ai commencé à cogner des portes pour justement développer mes aptitudes. Puis après ça, j'ai eu mon poste de vendeur, comme j'expliquais tantôt. Beaucoup de choses. Ça peut paraître un peu spécial dit comme ça, mais je pense que ce que ça a créé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune situation qui m'importune, qui me stresse, qui me gêne. Je suis rendu volubile avec n'importe qui. Je suis rendu habitué de discuter de n'importe quel type de sujet parce que j'ai croisé probablement plus de 20 000 personnes en porte-à-porte au travers de mes années, autant dans la sécurité que dans Vitronette. Fait que je pense que la chose qui m'a le plus apporté, c'est de l'aisance devant le public. Puis je pense que c'est une aptitude qui est indéniable pour n'importe quel type de poste de gestion que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, peu importe si tout le monde me laisse tomber, bien, je sais que sur moi, bien, je peux compter sur moi. Parce que quand même que, mettons, dans la résidentielle, tous mes employés me lâcheraient, bien, je serais capable de la relever puis d'en reconstruire une autre entreprise et de continuer parce que j'ai confiance en moi. Moi, j'ai toujours travaillé avec un seul représentant dans ma structure de lavage de vitres. Je fidais 70 rendez-vous par semaine en moyenne à moi et mon partenaire. Puis, tu sais,
C'était vraiment quelqu'un qui avait compris qu'il travaillait à commission, puis que s'il travaillait fort, il n'allait pas avoir à travailler 100 heures par semaine pour faire 700-800$ par semaine. T'sais. Donc, avec ses paliers, on lui versait un salaire revenu de 700 à 800 $ par semaine, mais il travaillait 25 heures. Lui, il optimisait tellement nos secteurs parce qu'à chaque porte qu'il cognait, si le client disait non, c'était certain que ce client-là ne prendrait jamais de lavage de vitre. Dans la sécurité, ça a été autre chose. T'sais. À mon top niveau dans ma franchise de sécurité, j'avais 10 vendeurs de porte-à-porte en même temps. Fait que ça, c'était vraiment pas le même type d'expérience. Pour ma part, c'est ce que j'appelle la 3-foot rules. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de 3 pieds de toi. Donc, je suis dans un café avec ma blonde, puis je remarque en diagonale qu'il y a un jeune homme qui s'exprime super bien, il est volubile, je trouve qu'il a un beau charisme, il se présente bien. Bien, je vais me lever puis je vais aller lui offrir une job. Deuxièmement, vraiment recruter dans mon network. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai toujours évolué avec des gens que je connaissais, des amis très proches, mon meilleur chum, ça fait 5 ans qu'il travaille avec moi. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont loyaux. Pour en avoir engagé probablement au-dessus de 150 des représentants là, en 6 ans, je pense pas qu'il y ait de profil type. Je pense que l'ingrédient le plus important, c'est est-ce que tu connais ton speech, est-ce que tu es fluide puis que tu n'as pas de l'air d'un robot, puis est-ce que tu es tout le temps au travail. Puis quand tu n'es pas motivé, tu trouves une façon de te recrinquer pour conserver une attitude de gagnant devant le client. Je pense que si ces 3 ingrédients-là sont réunis ensemble, c'est sûr que ça fonctionne. À la fin, les gens m'appelaient pour me dire « J'aimerais ça travailler avec toi. » Ça a l'air que c'est une expérience juste d'être coaché par toi. T'sais. Fait que j'avais réussi à créer tellement de valeur autour du poste que les gens faisaient la job, ça me donnait mes résultats. Fait que j'ai buildé beaucoup de valeur autour du poste, mais ça faisait que il y avait un environnement de travail qui était vraiment enrichissant pour lui. Fait que ça faisait qu'il faisait son travail et il était content de le faire. C'est de créer une bonne impression dans les 10 premières secondes. Parfois, je remarque que les gens font des pitchs de 1 à 2 minutes. J'ai toujours fait des pitchs en bas de 15 à 20 secondes en porte-à-porte. Je m'assurais de toujours rentrer dans la maison. Pour ce faire, je m'habillais avec un bas de soude de neige vert fluo avec un chapeau de poil. J'avais tellement de l'air inoffensif que tout le monde me laissait rentrer. C'est d'avoir un pitch qui est établi en étapes, mais qui n'est jamais pareil. T'sais. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger. Mon nom, c'est Pierre-Luc. Dans le fond, je suis étudiant ici à Trois-Rivières. Je fais partie de l'entreprise étudiante Vitrenet. Donc, on est dans le quartier pour ramasser, dans le fond, les coordonnées des gens qui sont potentiellement intéressés pour une soumission gratuite. On se spécialise justement au niveau du lavage de vitres, lavage de gouttières, lavage de revêtements. J'ai remarqué sur le côté, là, il y avait beaucoup de traces vertes. Donc, comme je l'ai dit, on est ici pour offrir des soumissions gratuites. Puis, normalement, ma performance était entre 7 et 8 rendez-vous à l'heure. Oui, j'y retourne demain soir en plus. Fait que, je dirais, je pense que pour ma part, en tant que gestionnaire, je ne veux pas me distancer du porte-à-porte parce que ça va rester toujours le moyen le plus lucratif pour mon entreprise. Puis mon objectif, c'est de faire des ventes avec mon nouveau franchisé à Trois-Rivières puis d'y prouver que ça fonctionne puis que tout ce qu'il y a besoin, c'est d'être motivé puis d'appliquer quelques principes de base pour que la réussite soit au rendez-vous. Je crois que la réalité, c'est qu'on ne crée pas vraiment de besoin. Les gens ont besoin de ça. C'est juste qu'ils sont lâches et qu'ils ne vont pas le faire. T'sais. Si je prends par exemple la business de lavage de vitres, c'est arrivé souvent que ça faisait 4 ans que les gens n'avaient pas lavé leur vitre. Est-ce que c'était vraiment de créer un besoin? Non. C'était vraiment d'arriver dans le bon timing puis qu'eux autres réalisent que c'était dégueulasse leur vitre puis que c'était le bon moment de les laver. Puis que ça devienne une habitude de propreté, de faire laver leur vitre à chaque année. Fait que selon moi, c'est pas de la création de besoin, mais au même type que de la peinture. Si le deck, tout est caillé à grandeur, est-ce qu'on crée un besoin? Pas du tout. Il est écaillé, il fait dur, puis si ça continue, le bois va pourrir. Donc, c'est pas moi qui va venir le peinturer, c'est un charpentier qui va venir le rebâtir, votre deck. Fait qu'est-ce qu'on crée un besoin? Pas pantoute. Il faut juste souligner qu'il y a un truc qui est à régler, un problème à régler dans la maison, que ce soit les vitres ou la peinture. Il faut juste l'exposer au client. Le client va le réaliser par lui-même que ça ne fait pas de bon sens de ne pas avoir lavé ses vitres en 4 ans. Premièrement, je pense que pour être un bon vendeur, ça prend une bonne culture générale. Donc,
Donc, connaître pas nécessairement la politique, mais les enjeux actuels. Fait que les gens qui n'ont pas de bonne culture générale, le conseil, c'est de prendre la presse plus, puis au moins regarder les éditoriaux, les grands titres, pour avoir quelque chose à parler. Puis après ça, je pense que c'est en mesure de faire une bonne analyse dans la maison ou dans le driveway du client pour voir c'est quoi ses intérêts. S'il y a des bâtons de hockey puis un but de hockey qui traîne dans le cours, ça veut dire qu'il y a des enfants qui jouent au hockey. Normalement, un papa que ses enfants jouent au hockey, il y a un intérêt. Fait qu'on va aller de filon en filon jusqu'à temps de trouver quelque chose qui va faire que le client va se mettre à parler. Puis dans le processus de vente, je crois que c'est 80 du client qui doit parler, puis 20 nous. Puis quand j'ai vraiment l'impression que la relation est bonne et fluide, là, je commence à parler de mon service. J'attends vraiment que la relation soit fluide avant de parler de mon service, sans quoi ça va vraiment être plus difficile. C'est ce que j'appelle la technique passive-agressive. Donc vraiment, au début, je suis très passif, j'écoute, je suis gentil. Quand j'arrive à mon closing, c'est là que je sors mes réfutations une en arrière de l'autre, puis je le lâche pas tant que je close pas. T'sais. Parce que ça fait 45 minutes qu'il me trouve gentil, puis je ne verrais pas pourquoi il me dirait non à la fin. Là, des fois, c'est arrivé que j'ai dit au client, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas, j'ai l'impression que vous vous foutez de moi en ce moment. Là. Moi, c'est sérieux ce que je fais aujourd'hui. Puis là, les gens, oh mon Dieu, désolé, c'est l'impression que je te donne. Fait qu'on a soulevé le malaise, puis après ça, ça a coulé super bien. Puis quand l'autre fait comme, ah ouais, là, shoot-moi ton prix, là, puis dépêche, là, je suis comme, écoutez, monsieur, des clients comme vous, j'en veux pas. Merci, bonsoir, puis je quitte. Parce que, de toute façon, son voisin va probablement prendre une estimation, puis j'ai pas envie de le gérer cet été parce que c'est toujours ces clients-là qui arrivent une bad luck. Là. J'acceptais jamais un peut-être. Donc, moi, en vente, c'est un oui ou un non. Puis si c'est un peut-être, il faut que tu m'expliques pourquoi c'est un peut-être jusqu'à temps qu'on trouve la raison que finalement ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Puis on trouvait toujours une solution pour que ça fonctionne. Des fois, c'était un service de trop, des fois, c'était le prix, des fois, c'était la femme, des fois, c'était faut checker la compétition. Dans tous les cas, on venait creuser jusqu'à temps d'avoir un oui ou un non. Je me rends compte que les réfutations des clients c'est de la foutaise la plupart du temps. Je vais y passer. Parfait. Vous allez penser à quoi? Fait que ça, c'est la classique. Celle qui est facile à éviter, c'est qu'il faut que j'en parle à ma femme. Ça, tout de suite, en début de processus de soumission, je disais parfait. Fait que là, aujourd'hui, vous allez avoir à prendre une décision. Je le préparais mentalement qu'il fallait qu'il prenne une décision aujourd'hui parce que j'avais une promotion qui était valide aujourd'hui puis que c'était en ce moment qu'il fallait que la décision se prenne. Souvent, ils font comme non, donne-moi ton papier puis je vais te revenir. C'est facile de dire, écoutez, c'est moi le spécialiste, c'est mon entreprise, je sais comment la faire. Je ne veux pas vous manquer de respect, mais vous n'allez probablement pas expliquer avec autant de précision mes services puis mon travail. Donc, je vais repasser, puis comme ça, bien, ça va me faire plaisir. Ça ne me dérange pas de m'être déplacé, ça va me faire plaisir de revenir puis vous redonner l'information. C'est une réputation qui est facile à éviter si on travaille avant l'estimation plutôt qu'après. Puis après ça, bien, la question du budget, je pense que c'est une préqualification c'est minime, là, ça dépend des secteurs que les gens font leur porte-à-porte. Là. Si la maison vaut 500 000, c'est sûr qu'il est capable de mettre 2000 $ sur son patio en avant. Je pense que ces trois réfutations-là, c'était les primaires, puis il faut creuser jusqu'à temps de se faire dire non, parce que souvent les vendeurs, par peur de manquer de respect à leurs clients, par peur de perdre la vente, vont être gentils avec eux, puis la plupart du temps, c'est le vendeur qui perd dans cette situation-là. En fait, à l'époque, les packages commençaient juste à apparaître, tu sais, puis moi, j'ai pris ça à cœur, puis j'en ai profité, selon moi, tu sais. Je pense que c'est juste d'établir que le standard dans le secteur, c'est, je sais pas, faire peinturer son revêtement, puis faire les cadrages de fenêtres, ça, c'est le standard. Tous nos clients, c'est ça qu'ils prennent. Fait que ça vient créer un peu l'effet du voisin gonflable, puis à partir de ce moment-là, ça vient tout de suite placer comme un barème dans sa tête, puis souvent, ils vont avoir envie de le battre, là, son voisin, tu sais. Pareil dans le lavage de vitre. Moi, je disais à tout le monde que le standard, c'était trois lavages de vitre, minimum par personne. Puis les gens étaient comme, ah, mais moi, 3, je trouve que c'est beaucoup, je vais en prendre 2. Automatiquement, c'était un de plus que mon année passée, tu sais. Moi, j'ai toujours fait un closing très assumé. Donc, le prix, c'est 1000 $, signé ici. Ça va me prendre un dépôt de 25 %. Donc, c'était ma façon de closer. Pourquoi? Parce que ma relation était vraiment solide en tout point. Tant que je n'avais pas l'impression que ma relation n'était pas solide, je continuais à builder, puis à faire travailler la cliente, puis la faire parler, puis de la rendre à l'aise, ou le client. Quand j'ai vraiment l'impression que mon client est à l'aise, qu'il me fait confiance, que pour lui, le prix est bon, ben je fais juste
dire, bon, ben c'est ça le prix, ça me prend un dépôt de 25 puis on vous revient pour la date. Vous pouvez signer ici. C'est un closing assumé, puis à partir de ce moment-là, je travaille sur les réfutations. J'aime bien aussi un closing alternatif qui est, fait qu'on, vous voulez qu'on vienne en mai ou en juin pour vos services, tu sais. Fait que là, on prend pour acquis qu'ils prennent le service, tu sais. Mais encore une fois, je pense que le secret du closing, c'est la relation. Quelqu'un qui ne bâtit pas de relation est un vendeur qui va toujours être average parce qu'il n'y a pas la confiance des gens, parce que la relation était bonne, parce qu'on avait créé le bon besoin, parce que j'avais exprimé quelles seraient les conséquences potentielles. Fait qu'à la fin, il n'y en avait pas vraiment de réfutation. C'était juste logique d'y aller de l'avant avec le projet pour le lavage de vitre ou la peinture. Parce que j'ai vendu les deux types de services. J'ai vendu la peinture puis le lavage de vitre, puis les deux se closent de la même façon. Que ce soit un contrat à 3 000 $ ou à 300 $, s'il y a un problème à régler, ben il faut le faire. C'est des petits commentaires du genre « ça va être une grosse job, ça va être long, c'est plus compliqué que je pensais. Quand j'étais venu en porte-à-porte, ça n'avait pas de l'air si pire que ça. » Fait que là, on vient placer dans la tête du client que ça va être une grosse job. Fait que lui, dans sa tête, il est capable de calculer puis d'arriver à un montant potentiel. T'sais. Puis c'est pas rare que quand on fait bien notre job de pré-closing, que le client dit « Mon Dieu, je m'attendais à 2000 $ de plus que ça. » À partir de ce moment-là, c'est closé. Cette vente-là, c'est terminé, signé ici, il est super content, tout le monde est heureux. Fait que ça, je pense que c'est très, très important. Puis ça se fait dans le processus de la visite des lieux, en même temps que la création de la relation. Puis quand on fait la visite des lieux, ça nous permet de voir, y a-t-il des cadres photos? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage? Est-ce qu'il y a des trophées de patinage artistique? Whatever. Ça permet de trouver des éléments pour justement alimenter la conversation. Parce que je crois que c'est important de ne pas laisser de silence dans une conversation avec un client. C'est important de constamment être en interaction puis de démontrer qu'on est intéressé. La réalité, c'est que les gens qui disent oh, on va en parler ensemble puis on va te revenir, c'est pas vrai là, que le soir, en ayant fait les devoirs, fait le bain aux enfants, d'être allé se coucher, d'écouter une émission, d'avoir soupé, qu'ils vont prendre la soumission puis qu'ils vont l'analyser pendant 15 minutes, c'est pas vrai. Fait que c'est important de closer on the spot. C'est des services qui ne sont pas essentiels. Ça va, je veux dire, ça ne sert pas à la survie, là, un lavage de vitre. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Fait que ça va rapidement tomber dans la dernière des priorités des clients. Même affaire pour la peinture. Fait que c'est pour cette raison-là que c'est important de profiter de l'émotion qui s'émerge, de tout le hype que le vendeur ou le franchisé va créer pendant la soumission pour closer son client. Regarder les services qui ont été pris l'année précédente. Fait que s'il n'a pas fait ses gouttières l'année d'avant ou son lavage pression, je vais dire c'est à faire aux 2 ans. Là, on va faire une parenthèse, là. Ça c'est de la création de service. C'est vous l'expert en lavage de vitre. Fait que c'est vous que le client doit écouter. Fait que c'est vous qui doit avoir l'air crédible en disant l'année passée, on a fait juste un lavage intérieur-extérieur. Cette année, il faudrait faire les gouttières, il faudrait faire le revêtement, puis là, d'expliquer pourquoi chaque, puis de trouver un bon argumentaire qui va être appuyé. Puis que le client va faire « Ah, t'as raison. » Je pense que c'est la bonne façon d'augmenter les anciens clients. C'est ça, l'autre façon de faire du upsell avec un ancien client, c'est de dire « Est-ce que vous avez trouvé mon service intéressant? Oui. Est-ce que ça a bien été? Oui. Est-ce que le prix était correct? Oui. Parfait. Est-ce que vous voulez m'aider? » La réponse, ça va être oui. Puis que là, c'est le temps de demander des références. C'est sûr que la personne va vous donner une tonne de références. Puis je dirais que le problème de la majorité des franchises, c'est qu'ils ne demandent pas les références. C'est un aspect complexe dans l'entreprise, mais combien payant? Parce que la personne qui vous fait venir en estimation pour une référence, vous n'aurez pas un gros closing à faire. Là. Juste faire l'estimation, déposer le crayon, puis elle va vous signer. T'sais. Fait que ça, je pense qu'il faudrait maximiser plus les anciens clients, non seulement le client, mais son entourage. S'il y a une expérience positive, c'est sûr qu'il en a parlé dans son entourage, il en a parlé au travail, il en a parlé dans la famille. Puis ça, bien, faut profiter de ça, il faut poser la question. Pour réussir dans cette entreprise-là, c'est qu'il faut être intransigeant avec les représentants, avec soi-même. Puis je pense que c'est ça, les clés du succès dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, si les représentants sont à moitié formés, si toi, tu es à moitié formé, si ton pitch de vente est à moitié bon, bien, ça va juste donner des résultats à moitié bons. T'sais, je pense que si tu connais ton pitch de vente, que ta descente de contrat, tu la connais dans ta tête sans même avoir ton contrat dans tes mains, si tous ces détails-là sont pris en compte, c'est ce qui va faire que tu vas avoir du succès dans ton entreprise. Puis je pense que c'est comme ça dans toutes les entreprises de services. Le
programme Soyez entrepreneur, c'est un défi, c'est un dépassement de soi. C'est sortir de sa zone de confort. C'est sortir du cadre de la société qui te dit que tu dois aller à l'école, gagner un bon salaire avec un bout de papier. C'est accepter de ne pas aller dans la direction que tes parents t'ont dit qu'il fallait que tu ailles dans la vie. C'est d'accepter d'être un peu hors d'homme. C'est ça le programme Soyez entrepreneur. Puis quand tu es rendu dedans, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule qui pense comme ça. Puis ça, c'est la bonne chose. C'est un cours en accéléré de c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce qu'à l'école, c'est bien d'avoir des assises théoriques qui te permettent de comprendre l'environnement entrepreneurial, mais sans assises pratiques, puis vraiment de vivre l'expérience, c'est un peu différent. Donc, pourquoi je le recommanderais, c'est parce que c'est un vrai programme accéléré. T'sais, ça m'a toujours fait rire quand j'étais en administration, puis que j'avais un prof qui avait un doctorat en administration, mais qui n'avait jamais géré de business. T'sais. Il était super bon pour me parler de théorie, mais quand il posait des questions pratiques sur l'évolution du marché dans une niche X, il n'était pas capable de nous répondre parce qu'il n'avait jamais goûté à la pratique du terrain. T'sais. Fait que je pense que c'est ça. Puis, je pense aussi que dans un CV, pour plus tard un poste de salarié ou pour se partir une autre entreprise de service, ben, c'est le meilleur background qu'il ne peut pas avoir. T'sais, on en voit plein, des anciens franchisés, dans mes amis qui ont parti des entreprises de construction, de revêtement, d'entreprises de services, parce que gérer une compagnie de toiture, c'est la même chose que gérer une business de nettoyage de vitres ou de peinture.